va vous parler très rapidement aujourd'hui de la fonction publique. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les métiers qu'on peut y exercer? Et puis, comment l'intégrer et où trouver les infos pour y rentrer? Parce que, comme on le disait en introduction, alors que la fonction publique, c'est le premier employeur de France, c'est une diversité de métiers avec des parcours très riches. C'est paradoxalement une voie qui est très peu envisagée, qui est méconnue par les jeunes. Donc, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que la fonction publique, c'est voilà, des perspectives très intéressantes pour l'emploi. On voulait vous dire aussi que intégrer la fonction publique, c'est pas si compliqué. Voilà, c'est plus facile qu'on ne le croit. Et puis, vous donner toutes les infos pour connaître les voies d'accès. Donc, sur le premier point, la fonction publique, qu'est-ce que c'est et pourquoi venir travailler, intégrer la fonction publique? D'abord, parce que c'est, comme je le disais, le premier employeur de France. C'est 20% de l'emploi total en France. Donc, c'est un actif sur 5. Derrière ce chiffre, comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est une diversité d'employeurs. On a 3 fonctions publiques d'État, hospitalière et territoriale. Pour l'État, ce sont des employeurs comme des ministères, comme les services de l'État en région, que l'inspection du travail. C'est aussi tous les établissements scolaires et universitaires. Pour la fonction publique territoriale, tout le monde connaît les mairies, les conseils régionaux, les conseils départementaux. Et pour la fonction publique hospitalière, évidemment, ce sont tous les établissements publics de santé, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux qui hébergent notamment des personnes âgées. La fonction publique, c'est aussi une grande diversité de métiers. C'est voilà, pour ça aussi que c'est intéressant. Contrairement aux idées reçues, il y a des professions dans tous les domaines. Par exemple, il y a des métiers dans le domaine de l'art, donc pour le ministère de la Culture. On recrute et on forme des techniciens d'art, des chefs de travaux d'art. Il y a aussi en ce moment beaucoup de recrutement dans la filière numérique, donc des responsables de sécurité informatique, des data analystes, donc je ne traduirai pas. On a aussi beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine de la communication, des infographistes, des assistants événementiels, des web designers, voilà. Enfin voilà, toute une diversité de métiers qui s'offrent à toutes et à tous. Et enfin, la raison pour laquelle il faut s'intéresser à la fonction publique, c'est que ce sont des métiers qui ont du sens. Il y a eu une enquête l'année dernière qui a été faite auprès du grand public et qui montrait que pour les Français, ce qui est l'attractivité de l'État en tant qu'employeur, c'est principalement l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée qu'on peut y trouver, la contribution à des missions d'intérêt général, et puis aussi tout ce qui est la formation tout au long de la vie dont on peut bénéficier en tant qu'agent public. Après, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que intégrer la fonction publique, c'est pas si compliqué. Il y a une diversité des voies d'accès. On peut rentrer dans la fonction publique par concours. C'est la méthode la plus traditionnelle et la plus évidente, je dirais. Mais on peut aussi y rentrer sur contrat. La fonction publique offre des CDD et des CDI. On peut aussi, dans la fonction publique, on accueille des apprentis et des stagiaires. C'est une première marche, je dirais, pour découvrir la fonction publique et ses métiers, et pour voilà, savoir si ça colle ou pas. Et puis, on a des modalités spécifiques de recrutement pour les personnes en situation de handicap et les personnes qui sont peu ou pas qualifiées. Alors, je vais revenir rapidement sur les concours. Les concours, en fait, ils permettent l'accès au statut de fonctionnaire.
On trouve des concours de tout niveau. Donc, dans la fonction publique, on classe les emplois en catégories, donc des concours pour accéder à des emplois de catégorie A, B ou C. Voilà, et dire, en 2020, par exemple, il y a eu 50 000, près de 50 000 postes offerts au concours. Alors, on trouve des concours pour accéder à différents types de métiers, les métiers de directeur d'hôpital, les métiers de policier municipal ou d'inspecteur du travail. Voilà, encore une fois, on ne dira jamais assez la richesse des métiers qui sont proposés dans la fonction publique. Les concours, c'est en général des épreuves, c'est-à-dire des écrits et des oraux, mais ça peut aussi être des concours sur titre. Par exemple, quand on recrute des ambulanciers ou des infirmiers, on recrute des personnes qui ont le diplôme, sans forcément passer par ces épreuves écrites et orales. Alors, naturellement, il y a beaucoup voilà, pour bien réussir un concours, il faut évidemment le préparer et il y a des préparations partout en France, dans les universités, avec les IPAG et les CEPAG qui sont dans les IEP. On peut aussi préparer des concours par correspondance. Et puis, il y a un nouveau dispositif qu'il est important de connaître si voilà, vous souhaitez intégrer la fonction publique. Ce sont les prépas talents qui sont nouvellement créés depuis cette année et qui permettent de préparer des concours de niveau A et B dans d'excellentes conditions, avec des enseignements renforcés, avec des stages, avec du tutorat, et puis aussi avec des conditions matérielles qui ne sont pas négligées, puisqu'il y a une bourse qui est attribuée pour la préparation, qui se monte à 4 000 €. Et parce que quand on est en prépa talent, on a aussi des facilités pour être hébergé et pour la restauration. Voilà pour les concours. Et du coup, je vais laisser la parole à Sarah qui va faire un bref focus sur le concours des IRA, dont les inscriptions sont ouvertes actuellement. Merci Catherine. Alors, les IRA, souvent méconnus, ce sont des instituts régionaux d'administration. Pour faire le parallèle avec quelque chose peut-être d'un peu plus connu, c'est un peu les petites sœurs de l'ENA. Il y en a 5 en France, donc à Lille, à Nantes, à Metz, à Bastia et à Lyon. Voilà, et donc en fait, les IRA recrutent par concours les futurs cadres généralistes de l'État. Donc, on va avoir 3 voies d'entrée principales. Le concours externe qui plutôt pour des profils en fait de Bac+3, de personnes en sortie d'études. Le concours interne pour des personnes qui sont déjà dans l'administration et qui ont cumulé un certain nombre d'années d'ancienneté. Et enfin, le 3e concours pour des profils en fait, de personnes issues du secteur privé ou avec des mandats associatifs ou des élus locaux avec 5 ans d'expérience en somme. Donc, on va vraiment avoir des profils très différents pour exercer en fait un panel de métiers très large dans 3 gros pôles, on va dire. Donc, on a l'administration centrale. Donc là, ça va être les ministères à Paris, principalement. On va avoir l'administration déconcentrée, donc typiquement les préfectures, par exemple. Et enfin, l'administration scolaire et universitaire. Et pour vous donner un exemple concret, ça va être les établissements, enfin les EPLE, les établissements publics locaux d'enseignement, donc les collèges et les lycées en somme. Donc les attachés d'administration, donc le corps qui sort des IRA, ce corps de cadre généraliste, a vocation vraiment à évoluer au sein de toutes ces administrations et donc dans la fonction publique d'État, comme le présentait tout à l'heure Catherine, donc, qui fait partie des 3 fonctions publiques qui existent en France avec la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Donc, c'est vraiment très intéressant, enfin, même à titre personnel, je suis sortie des IRA il y a 1 an, de pouvoir se dire que tout au long de sa carrière, on va pouvoir exercer une pluralité de fonctions. Par exemple, en centrale, on va pouvoir suivre et être dans la conception des politiques publiques et voir, par exemple, les politiques publiques portées par exemple à l'Assemblée nationale ou dans un discours du président et se dire derrière, j'ai œuvré, j'ai travaillé pour que cette politique publique soit menée à bien.
Par exemple, un attaché d'administration qui sort des IRA en déconcentré, il va plutôt avoir des fonctions de manager au sein de préfecture. Donc, il peut être amené très tôt à encadrer un certain nombre de personnes, et très jeune parfois aussi. Et pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret pour vous, les attachés qui sortent en administration scolaire et universitaire, ben, c'est vos adjoints gestionnaires au sein des lycées et des collèges, que peut-être vous ne rencontrez pas si souvent que ça, mais qui vont avoir pour travail de gérer tous les aspects, en fait, peut-être budgétaires, de gestion au sein de votre établissement. Donc, je pense que c'est la réelle plus-value des IRA. Et c'est surtout, oui, cet aspect généraliste. Pour préparer les IRA, donc pour revenir à ce que disait tout à l'heure Catherine, on peut se préparer au sein des IPAG, donc les instituts de préparation à l'administration générale, mais également depuis peu au sein des classes prépa talent, mais bon, accessible à Bac+3 ou pour les externes principalement. Pour les IRA. Pour les IRA. Voilà. Donc, à titre personnel, je vais faire un bref retour d'expérience. Ouais, moi, je suis sortie des IRA il y a 1 an. Et ce qui m'a vraiment, après un cursus de juriste en droit public, et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est d'intégrer la fonction publique. C'est vraiment de donner un sens, en fait, à ma carrière professionnelle. Je ne me voyais pas, à titre personnel, travailler dans le privé ou donner une visée très lucrative à ma profession, mais vraiment de m'inscrire dans quelque chose de plus global et de voir un peu l'impact de mon travail sur la société, sur les politiques publiques. Et pour vous donner l'exemple des classes prépa talent, j'ai été amenée à travailler donc, au sein du bureau sur le dispositif. Et c'est vrai que c'est très, ça fait plaisir de voir que les choses sont portées à plus grande échelle et de voir le président de la République en parler à la télé ou en parler dans un discours. Enfin, très jeune dans sa carrière, je trouve que c'est quand même assez plaisant. Et donc, je vous encourage vivement à intégrer la fonction publique et pourquoi pas passer les IRA, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 janvier. Merci Sarah. Du coup, oui, c'est très concret. Voilà. Du coup, pour en revenir aux voies d'accès, on a parlé longuement des concours et c'est important. Mais on peut aussi rentrer dans la fonction publique sur contrat. Aujourd'hui, un agent sur 5 dans la fonction publique est un agent contractuel. Et donc, la fonction publique propose des CDI et des CDD un peu sur tous les métiers. Plus spécifiquement, c'est plus facile sur les métiers qu'on appelle en tension et qui sont, à titre d'exemple, ce n'est pas exhaustif, les métiers qui ont en lien avec la santé ou la cohésion sociale, les métiers dans la filière numérique ou les métiers dans l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà. On voulait vous dire aussi, ça peut vous intéresser, que la fonction publique, c'est aussi des centaines, voire des milliers d'offres d'apprentissage et de stages. Voilà. Et puis également, qu'il y a des voies d'accès spécifiques dans la fonction publique quand on est en situation de handicap ou quand on est peu ou pas qualifié. Donc, pour ça, il y a des offres d'emploi très spécifiques avec des voies facilitées. Alors, très important, comment avoir les informations sur ces recrutements? Premièrement, pour les concours, vous aurez toutes les informations pour les concours de la fonction publique d'État sur le site SCORE. Toutes les informations pour les concours de la fonction publique territoriale sur le site concours-territorial.fr. Mais on transmettra toutes les infos après pour que vous ayez les bons liens. On a également toutes les infos sur les concours de la fonction publique hospitalière sur le site du ministère de la Santé. Pour ce qui concerne les contrats, vous allez avoir toutes les offres d'emploi sur le site PEP, Place de l'emploi public. Donc voilà, il suffit de faire une recherche sur Google et vous arrivez sur Place de l'emploi public. Et vous pouvez faire des tris par filière, par niveau d'emploi. Et vous pouvez même géolocaliser les offres pour voir quelles sont les offres qui se situent autour de vous. Et puis enfin, on a pour les stages et les apprentis un site dédié qui s'appelle PASS, Place de l'apprentissage et des stages. Voilà, mais on vous enverra toutes les informations.
Et voilà. Et là, du coup, on va se faire un petit focus sur l'IRA. On a la chance d'avoir le directeur des études et des stages de l'IRA de Lille qui est présent. Du coup, David, je vais vous laisser la parole. Oui. Et toutes et tous, en complément des interventions des collègues de la WIFP que je salue, peut-être un petit focus sur l'IRA de Lille et notamment sur ce qui a été évoqué à l'instant, la classe prépa talent du service public. On a eu la chance fin août dernier d'avoir l'inauguration de notre classe prépa talent de Lille par la ministre Amélie de Montchalin. La classe prépa talent de l'IRA de Lille, c'est 4 sites d'implantation avec un partenariat renforcé avec les universités et donc plus particulièrement les IPAG d'Amiens, de Lille, de Paris-Nanterre et de Valenciennes. Dans ce dispositif, on a 60 places qui sont ouvertes et les étudiants qui sont sélectionnés, notamment par rapport à des conditions de ressources, étudiants boursiers, parcours, des gens qui sont issus des quartiers politiques de la ville ou de zones de revitalisation rurale, peuvent candidater. Il y aura des entretiens de sélection qui auront lieu au printemps pour intégrer notre classe prépa talent sur un des sites, un des 4 sites que j'ai cités préalablement. Et ils bénéficieront d'un soutien matériel et pédagogique renforcé. C'est-à-dire que vous allez, dans le cadre d'une formation diplômante auprès des universités d'Amiens, de Lille, de Paris-Nanterre et de Valenciennes, pouvoir suivre les cours, par exemple, d'un master d'administration publique et parallèlement et en complément, avoir des cours un peu plus théoriques, donc méthodologie relative au questionnement à choix multiples et aux épreuves de cas pratiques qui font partie des épreuves du concours, le concours qu'on évoquait tout à l'heure avec les 3 voies d'accès, externe, interne et 3e concours, sont les mêmes épreuves, un QCM et épreuve de cas pratiques. Donc nous, on forme et on accompagne les élèves, les étudiants de ces classes prépa talent avec un renforcement méthodologique qui est apporté sur une scolarité qui dure une dizaine de mois. Donc ils rentrent en septembre et on les prépare notamment, il y a 2 concours par an au niveau de l'entrée aux IRA, il y a un concours d'hiver, enfin d'automne, et un concours de printemps. Nous, on les prépare plutôt pour le concours de printemps. Les inscriptions sont en cours, je le rappelle, et pour pouvoir rentrer au 1er septembre prochain au sein de l'IRA. En complément de ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les possibilités restauration, logement et la bourse qui a un complément de bourse de 4 000 €, nous avons aussi un partenariat avec des professionnels en poste, donc des attachés d'administration en poste qui deviennent tuteurs. Et donc, on a un étudiant, un tuteur et qui suit l'étudiant tout au long de sa scolarité au sein de la classe prépa talent. Donc ça, pour la classe prépa talent, on prépare donc au concours externe et au 3e concours. La formation est diplômante. Et durant cette période de formation, il y a notamment une plus-value que nous, on considère comme une plus-value, et c'est une plus-value, un stage de 5 semaines qui est effectué, donc 4 semaines à cette période-ci. Actuellement, nos élèves de la classe prépa talent sont en stage d'immersion d'1 semaine dans une administration publique auprès d'un attaché. Et on aura 4 semaines de stage complémentaires sur la période de mi-avril à mi-mai. Ces classes prépa talent donc, sont destinées à des étudiants qui ont le niveau de diplôme actuel pour pouvoir se présenter au concours, donc un minimum licence, une 3e année de licence. Par contre, on essaye, nous aussi, bien en amont, de travailler sur un continuum d'accompagnement des élèves. C'est-à-dire que l'IRA de Lille, on est implanté dans un quartier politique de la ville et on est tête de cordée de services publics avec des collèges et des lycées. C'est-à-dire qu'on a 3 lycées et 2 collèges, 2 lycées et 3 collèges avec lesquels on est encordé et on intervient auprès des élèves de 3e, 4e, première, seconde et terminale dans des projets spécifiques et dans un accompagnement spécifique. Hier matin, par exemple, on avait une vingtaine de lycéens de terminale qui venaient sur un atelier de préparation au grand oral. La semaine dernière, nous avons eu 130 élèves de 3e d'un collège avec lequel on est encordé qui ont eu un temps d'échange et de questions-réponses
sur la laïcité. Donc, ils sont venus dans notre amphi ici et ils ont eu un intervenant qui, pendant 2 heures, a répondu à l'ensemble de leurs questions en cette journée de la laïcité. Donc, on essaye au niveau de l'IRA de Lille, et nos élèves qui sont au sein de l'Institut contribuent également à cela, parce qu'ils sont citoyens. Ils arrivent chez nous et ils aident aussi ces collégiens et lycéens dans la définition d'un parcours, d'un projet, puis peut-être lever aussi, quelque part, participer à lever l'autocensure dans les collèges et dans les lycées. Une fois arrivés à l'Institut régional d'administration de Lille, après la réussite au concours, vous allez avoir une formation qui est une formation rénovée. Il y a un décret qui est venu rénover la formation en 2019. Donc, c'est une formation qui se déroule en 2 périodes probatoires de 6 mois chacune. La première période de 6 mois se déroule au sein de l'Institut. La deuxième période probatoire, pour schématiser, se déroule sur le poste sur lequel on a vocation, au bout de 6 mois, à être titularisé. Nous recevons 2 promos par an. Ça fait à peu près 160 élèves qui sont formés au sein de l'IRA de Lille pour une formation basée sur l'approche par les compétences et l'individualisation des parcours. C'est-à-dire que l'élève qui entre au sein de l'Institut régional et dans l'ensemble des autres instituts régionaux est acteur de sa formation. Il est suivi de manière individuelle par un référent ou par un binôme de référents sur la définition de son projet professionnel, le travail sur ses compétences, parce qu'il faut se dire que même avant d'intégrer l'Institut régional d'administration, on a forcément des compétences et il faut réussir à les mobiliser, à travailler dessus, à les développer, et c'est tout l'enjeu de ce suivi individuel par le référent, qui est un référent expert, bien souvent issu d'un corps de fonction de conseiller mobilité carrière, pour aider vraiment à réfléchir et avoir une vraie réflexion sur soi, ses propres compétences et son projet professionnel. C'est une formation professionnalisante qui permet aux élèves qui sortent de l'Institut d'être opérationnels dans le cadre de la prise de poste. Il y a des épreuves de classement et d'un choix de poste. Ça, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, mais durant la scolarité, il y a 3 épreuves qui seront à passer. Un rapport commandé par une administration, c'est-à-dire que par groupe de 5 ou 6 élèves, ils sont placés en mode un peu consultant junior auprès d'une administration sur un sujet bien précis, et ils ont 2 mois pour rendre un livrable et faire un rapport. Ce rapport sera soutenu devant un jury de scolarité. Ils travaillent également sur un mémoire de professionnalisation en lien avec une politique publique, et ce rapport écrit sera noté. Et ils soutiendront ce rapport également devant le jury. Ce sera ces 3 épreuves et la moyenne de ces 3 épreuves qui déterminera un classement pour le choix des postes. Sur les choix des postes, quand vous passez le concours de l'IRA de Lille, au niveau des postes qui ont été évoqués tout à l'heure, hein, le nombre de postes relativement important en administration centrale, en administration territoriale de l'État, par exemple en préfecture, ou en administration scolaire et universitaire comme en collège ou en lycée, ou éventuellement en rectorat ou en direction des services départementaux. Quand vous sortez de l'IRA de Lille, le ressort territorial de nos postes est un peu plus large que Lille et la métropole lilloise. C'est-à-dire qu'on a des postes qui se situent dans les Hauts-de-France, en Normandie et également en Île-de-France. Sur la dernière promo, on a par exemple des gens qui ont été affectés du côté de Melun, on a des gens qui ont été affectés à Évreux, on a des gens qui sont dans le sud du département du Nord, on a des gens qui ont été affectés à Calais, on a des gens sur la région lilloise. Donc le ressort territorial de chaque IRA est découpé de manière assez géographique, avec dans chaque IRA la possibilité d'avoir des postes sur l'Île-de-France. Ce que j'évoquais là tout à l'heure, c'est une période de formation de 6 mois au sein de l'Institut, puis une bascule avec un parcours d'accompagnement qui est à mettre en place avec l'employeur. C'est-à-dire qu'une fois en poste après les 6 mois au sein de l'Institut, on suit encore les élèves pendant les 6 mois qui restent, en lien notamment avec l'employeur, c'est-à-dire que l'IRA viendra en complément du plan de formation que l'ancien élève néo-stagiaire va trouver en arrivant sur son poste, et on viendra ponctuellement sur des actions ciblées venir
compléter la prise de poste, avoir un retour aussi, il y a une semaine de regroupement où les élèves, après 2 mois de prise de poste, se retrouvent, échangent ensemble pendant 4 jours, travaillent sur les compétences qu'ils ont développées, les compétences qu'ils ont utilisées dans le cadre de leur prise de poste, et puis à développer pour poursuivre une pleine implication sur leur poste. On a dans notre scolarité des outils pédagogiques innovants. On a par exemple les classes inversées, du co-développement, du design thinking, des cas pratiques, des hackathons, des séminaires, des serious games. Et on hybride en partie, et on a été forcé, malgré tout, bien malgré nous, d'hybrider et de distancier complètement les enseignements lors des différents confinements. Maintenant, on a la possibilité, dans un temps qui est un temps de distanciel choisi et non plus subi, de ponctuer les enseignements peut-être un peu plus descendants en distancié, et le pratico-pratique, le faire en présentiel. Donc, par exemple, nos élèves ont un séminaire sur la gestion de crise, c'est-à-dire qu'ils arrivent le matin en amphi, et pendant 2 jours, eh ben, ils vont être affectés de manière fictive avec la sécurité civile, les pompiers, la gendarmerie, la police, la préfecture, la communication. Certains vont se faire passer pour les médias, et il va y avoir une sorte de déclenchement de plan Orsec, dans lequel il va y avoir un risque d'inondation, des chutes d'arbres, etc., etc. Et c'est voir comment l'ensemble des services de l'État travaillent ensemble, main dans la main, dès lors qu'il y a une crise. Ça, c'est un exemple, par exemple, des mises en pratique concrètes et du type de formation que nos élèves peuvent avoir. Sur le classement et la préaffectation, on a quelques postes qui ont été évoqués tout à l'heure. Sur la dernière promo, on a pu avoir des coordinateurs des politiques publiques en matière de développement économique et de cohésion sociale en sous-préfecture de Saint-Quentin. On a pu avoir un chargé de mission action sociale au ministère de la Culture, ou des adjoints gestionnaires en lycée ou en collège. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de la question, et je me tiendrai bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos interrogations après ces présentations. Merci beaucoup, David. Alors, on va laisser la parole à Marie-Françoise, parce que je crois qu'elle est en train de gérer le centre de vaccination. Du coup, je crois qu'elle a beaucoup de travail. Donc, on va la laisser témoigner sur son parcours au sein de la fonction publique hospitalière. On vous écoute. Voilà, ça va? C'est parfait. Bonjour. Alors, bonjour. On m'a demandé de vous parler un peu de ma carrière. Ça fait 40 ans donc, que je suis dans la fonction publique à l'hôpital de Saint-Amand. J'ai travaillé un petit peu sur le centre hospitalier de Valenciennes en pédiatrie. Donc, on m'a souvent dit on ne devient pas soignant par hasard, effectivement. C'est qu'on aime bien prendre soin des autres et d'être bienveillant. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Et c'est vrai que c'est un beau métier, que ce soit être soignante, infirmière ou cadre. Donc, j'ai commencé ma carrière il y a 40 ans, comme auxiliaire puéricultrice après avoir fait 1 an de formation. Donc, sur Valenciennes, après, j'ai intégré Saint-Amand, en fait, dans un service de médecine, comme aide-soignante pendant 2 ans et demi. Il y avait un besoin sur les maisons de retraite. À l'époque, on appelait hospice. Donc, je suis allée en fait travailler à l'hospice pendant 5-6 ans, et après j'ai rejoint un autre EHPAD. Très vite, j'ai été limitée au niveau des connaissances. En fait, les pathologies, il y avait des choses que je souhaitais connaître. Donc, je me suis dit, je vais reprendre mes études d'infirmière pour avoir un peu plus de connaissances. Donc, c'est ce que j'ai fait après avoir passé le concours et puis suivi. Donc, à l'époque, c'était 3 ans et demi d'études d'infirmière. J'ai réintégré donc le service de médecine à l'hôpital à Saint-Amand, tout ça en gardant mon salaire en fait pendant toutes ces années d'études. Donc, j'ai réintégré le service de médecine. J'aimais bien en fait la technique, donc c'était le service le plus pointu en fait sur l'hôpital, le service de médecine. Pendant 5 ans,
Et ensuite, il y a un poste de faisant fonction cadre s'est présenté. Donc, j'ai postulé et j'ai eu ce poste pendant 2 ans, faisant fonction de nuit pendant 2 ans, surtout le centre hospitalier. Et ensuite, je suis partie en formation. Donc, pour la formation cadre, je suis allée donc 1 an en préformation pour préparer le concours, parce que le concours est quand même difficile. Donc, j'ai eu une semaine de cours par mois durant 1 an. Et ensuite, j'ai suivi ma formation cadre pendant 1 an. Et j'ai réintégré donc l'hôpital depuis quelques années. Donc, je suis cadre. J'ai été il y a 5 ans, comme on travaillait par pôle, cadre de pôle en fait, pendant quelques années aussi. Je voulais vous dire que la fonction publique, oui, c'est sûr qu'au départ de ma carrière, j'avais le choix entre le privé et le public. J'ai choisi le public parce que je m'étais dit, voilà, il y a au niveau des services, plus de diversité. Je vois à Valenciennes, il y avait quand même de la pédiatrie, enfin des services beaucoup plus pointus, de la néonate que j'aimais bien, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la fonction publique. Et également par rapport aux possibilités de formation, en fait, tout au long de notre carrière. Moi, je me suis tout le temps formée, même dernièrement, j'ai fait un DU en soins palliatifs. Il y avait un besoin au niveau de mon service, en fait. Donc voilà, j'ai refait un DU en soins palliatifs au niveau du CHR. Je pense que tout au long de sa carrière, on peut continuer à se former et on doit continuer à se former pour être performant. Il faut essayer de donner du sens à ce qu'on fait. Moi, ça fait 40 ans, je suis pas, j'apprends tous les jours. J'essaie d'être curieuse, de donner du sens à ce que je fais et on n'est jamais déçu. C'est vraiment un beau métier où on est dans l'humain. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne travaille plus dans les mêmes conditions qu'il y a une quinzaine d'années. Cependant, moi, je le dis tout le temps aux équipes, il faut essayer de faire avec, donner du sens à ce qu'on fait. Et puis, et on s'y retrouve, en fait, on s'y retrouve tout le temps. Franchement, donc tous les jeunes qui veulent choisir ce métier, moi, je leur dis allez-y parce que vous ne serez jamais déçus. Alors, effectivement, il y a des moments difficiles, hein, comme dans tous les métiers. Hein. Il y a des moments où on est déçu. Enfin, moi, je peux vous dire que quand j'étais infirmière, il y a eu des situations, des réanimations, enfin des situations vraiment que je n'ai jamais oubliées, que je n'oublierai jamais. Mais voilà, ça fait partie de notre métier. Et à côté, des situations très belles qu'on n'oublie pas non plus. Alors, on est au cœur de l'humain, enfin voilà. Mais voilà, n'oubliez jamais de donner du sens à ce que vous faites. Et quand vous partirez du service tous les jours, vous serez comblé. Voilà, merci, c'est très bien, Marie-Françoise. Ouais. Et puis, au vu de ton poste actuellement, c'est vrai que, alors après, je me présenterai, mais c'est vrai que ce qu'il faut noter un peu dans ton parcours, c'est effectivement cette fidélité, cette loyauté envers la puissance publique, que tu t'y bien trouvé en termes de valeurs. Et c'est ce que tu disais, aider les autres, c'est très important, et c'est toute la dimension, en fin de compte, des agents publics. Et la deuxième chose qui est un peu extraordinaire dans ton parcours, c'est que tu es rentré finalement au bas de l'échelle, et finalement aujourd'hui, tu es cadre de santé, et ça, c'est par le biais du travail, des concours, de la formation. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que la fonction publique, c'est comme dans le privé. Je veux dire, si on fait des formations, eh ben, on peut avancer, on peut évoluer. D'ailleurs, il y aura d'autres parcours que, en l'occurrence le mien, puis également celui de M. Hanoun, qui montrera également les questions de formation sont très importantes dans la fonction publique pour évoluer. Ouais. Après, j'ai eu aussi la chance de pouvoir à chaque fois partir en promotion professionnelle, ce qui m'a permis en fait de garder mon salaire parce que j'avais une famille, j'avais des enfants, donc ça aussi, hein, j'aurais peut-être pas pu le faire dans le privé ou enfin voilà. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissante pour la fonction publique, ça c'est clair. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Alors, Abdellah, après, puis en dernier, je parlerai, puis ensuite, on laissera l'échange avec les jeunes et qu'on soit assez court pour. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de questions, en fait. Il y a pas mal de questions. Je vais donc essayer de faire synthétique, et puis, pareil que la collègue qui vient de se présenter un peu mon parcours. Donc, moi, un parcours assez classique. Donc, un bac, après un bac économie et sociale. Dans le devant. Et donc, je reprends, donc je disais un parcours assez classique après un bac économie et un bac ES, la fac de droit, donc une maîtrise de droit plus 2 années de prépa, prépa à l'école nationale de la magistrature, donc au départ. En parallèle de cette prépa, je passais un concours d'attaché territorial, j'ai passé le concours d'attaché territorial, donc que j'ai obtenu. J'avais exercé avant de prendre un poste dans la fonction publique territoriale au sein d'un tribunal
en tant qu'assistant de justice, et donc 2 années au parquet d'Avesnes-sur-Helpe. Donc une expérience dans la fonction publique d'État, mais là sur un contrat différent, c'est-à-dire que c'était vraiment voilà, dans le cadre des jobs d'été, comme pas des jobs d'été, des jobs d'étudiants, pardon, où on pouvait découvrir des métiers, ce qui m'avait permis à l'époque de voir un peu la carrière aussi de magistrat, qui est aussi un pan de la fonction publique. Hein. On a évoqué la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Donc voilà, obtention du concours d'attaché avec, en toute honnêteté, un questionnement. Alors, je passais en même temps la magistrature et l'attaché territorial. Je décroche le concours d'attaché. En même temps, j'ai un poste dans la magistrature avec un questionnement. Est-ce qu'il fallait quitter la magistrature, surtout que j'avais fait un parcours en droit. Donc jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est des questions qui reviennent de manière assez régulière, et vous verrez tout l'intérêt de la fonction publique, c'est aussi la transversalité qui peut exister, ou en tout cas qui existe de plus en plus entre les différentes fonctions publiques. Et donc là, c'est quand même il y a un intérêt réel. Donc, parcours, donc, après 2 années, parce que le concours, il faut savoir, une fois que vous décrochez un concours, à l'époque, il était valable 3 années. Donc 3 années, j'ai laissé 2 années passer. Après, je me suis dit, bon, c'est un peu dommage d'avoir obtenu ce concours et puis de ne pas intégrer. Donc, j'ai eu une proposition d'une commune, donc une commune de 30 000 habitants, la ville de Maubeuge, que j'ai intégrée en 2005 en qualité de directeur général adjoint des services, donc en gérant une grosse partie des services de la commune, ce qui m'a permis de découvrir la fonction publique territoriale, même si je la connaissais un tout petit peu par le biais là en l'occurrence des jobs d'été, notamment animateur, directeur de centres de loisirs organisés par les communes, donc ce qui m'avait permis un peu de voir un peu comment fonctionnait la fonction publique. Et donc j'ai pris mon poste et je dirais depuis cheminement, voilà, j'ai été directeur général adjoint des services à la mairie de Maubeuge. En 2014, j'ai changé de collectivité pour passer sur une collectivité, donc la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, donc qui regroupe 43 communes et à peu près 126 000 habitants. Donc avec voilà, la gestion de différents services, et c'est là aussi où je note l'intérêt de la fonction publique territoriale, c'est qu'elle est diversifiée. Vous pouvez découvrir, mais vraiment vous avez tous les métiers, tous les services au regard des compétences qui sont bien sûr pris en charge par la collectivité. Ça va des services techniques, ça va du service des sports, de la culture, de la politique de la ville, des services finances, ressources humaines, bref, tous les corps de métiers qui peuvent exister. Et c'est vrai qu'en ayant la vision d'une commune plus celle d'une agglomération, ça m'a permis, moi en tout cas, de voir tous les métiers de la fonction publique. Et effectivement, il y en a énormément. Et donc, je pense on a beaucoup parlé de valeurs, et c'est vrai que le fait d'être fonctionnaire, au-delà de l'image qu'on peut donner, voilà, c'est sécuriser son emploi, etc. C'est pas du tout moi l'esprit, ou en tout cas ce qui m'a animé quand j'ai voulu intégrer la fonction publique, c'est vraiment le sens même du service qu'on rend à l'autre. Et ça a été évoqué par la collègue du centre hospitalier, où vraiment on est au service public, et c'est là le sens même de nos missions, et en tout cas de ce qui m'anime moi au quotidien. C'est vraiment ça, et donc c'est d'amener le meilleur service possible à l'usager, quel qu'il soit. Et donc voilà, donc depuis, je dirais, je m'y attelle, en tout cas je m'y attelle, on essaie de répondre. Le service public évolue comme la société, et donc on doit aussi s'adapter à cette évolution, et donc c'est aussi des remises en cause, des réajustements, des modifications, c'est aussi cette capacité à s'adapter à toutes ces évolutions, parce que la société évolue, nous ne sommes pas différents, on doit aussi s'adapter, et ça je pense que c'est aussi un élément important à avoir en tête. Et après l'accès, ça a été évoqué depuis tout à l'heure, il y a la voie de concours qui est, je dirais, la voie classique d'entrée dans la fonction publique. Mais tu ne veux pas savoir lesquels joueurs. Oui, c'est vous. On a Aminata qui n'avait pas coupé son micro. C'est bon. Voilà. Donc, je disais la voie classique, la voie du concours, mais il existe plein d'autres possibilités de rentrer dans la fonction publique. Hein. On a parlé de CDD, il y a des CDI, il y a aussi découvrir des métiers, ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui, les collectivités prennent de plus en plus d'adultes relais, des services civiques, ce qui permet aussi à un moment donné d'entrer et de pouvoir découvrir différents métiers, et pourquoi pas créer une vocation. Et je pense que c'est important, et il faut de toute façon, et je pense que c'est extrêmement important, qu'il y ait ce renouvellement. Je le dis toujours à mes équipes, hein, il ne faut pas vivre sur ses acquis. Et j'incite, une carrière, ça se construit. On a eu un très bel exemple juste avant. Une carrière, ça se construit. Et c'est vrai que quand on rentre dans la fonction publique,
on a la chance d'avoir cette possibilité de se former tout au long de sa carrière. Moi, je suis fonctionnaire, mais en parallèle, j'exerce d'autres missions. Je fais aussi de la formation parce que je considère que c'est aussi important de transmettre. Et donc, je fais de la formation sur des questions, notamment, on a parlé de laïcité, sur les valeurs de la République et la laïcité, donc formateur habilité. Mais j'interviens également sur des domaines juridiques. J'interviens auprès d'étudiants, des travailleurs sociaux, sur plusieurs sujets. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et c'est là où, voilà, moi, en tout cas, où je me retrouve dans la fonction publique, c'est voilà, le partage, les valeurs qui sont portées collectivement et l'intérêt général. On ne le dit jamais assez, mais c'est l'intérêt général qui prime et c'est vraiment l'essence et le sens même de nos missions. Et c'est en tout cas moi ce qui m'anime au quotidien. Et je parlais tout à l'heure de passerelle, je veux parler de la magistrature parce que c'est je dirais, mon parcours et mon cursus universitaire m'incitaient plus à aller vers le domaine de la magistrature ou de l'avocature. Aujourd'hui, j'ai pris une autre direction, mais demain, je sais qu'il existe plein de passerelles qui nous permettent de basculer d'une fonction publique à l'autre et avec voilà, cette possibilité de changer complètement. Et ça, je trouve que c'est une chance assez importante. Et je dis toujours, une carrière ne peut pas se résumer à un métier toute sa vie. Sinon, après, en tout cas, personnellement, ça ne m'intéresserait pas et je ne m'y retrouverai plus à un moment donné. Je pense qu'il faut diversifier et c'est là l'intérêt. Je parlais de la chance de pouvoir se former tout au long de sa carrière. Et c'est aussi, je dirais, une carrière, et je terminerai par ce propos-là, elle se construit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de pouvoir bénéficier ou être éligible à une promotion interne. C'est aussi passer les concours internes, externes et se donner la chance d'eux. On a l'opportunité de faire des préparations. Il ne faut pas le minimiser. Je suis aussi, j'ai oublié de le préciser, mais je suis aussi intervenant pour le centre de gestion. Il m'arrive de faire passer les oraux ou de corriger les concours. Et voilà, la chance est, je dirais, tout le monde, on part avec une égalité. Voilà, après, certains vous diront le concours n'est pas il y a une forme d'inégalité parce que selon les parcours, etc. Mais en même temps, il préserve l'anonymat et voilà, il permet à chacun de pouvoir y prétendre et se donner les chances. Et je dis toujours, à un moment donné, on a la voie et on a le parcours qu'on choisit. Si on ne se donne pas les moyens, je dirais derrière, il ne faut pas regarder le train entre guillemets passer et puis courir derrière en disant dommage, j'ai loupé le train. On sait qu'on a cette chance-là, on a des possibilités. Il existe énormément de passerelles, de dispositifs, donc il ne faut pas hésiter à les activer autant que possible. Voilà un peu en résumé. Je pourrais développer, mais l'intérêt pour moi, c'est plutôt de répondre aux questions qui pourraient concerner la fonction publique territoriale. Et donc, n'hésitez pas à l'issue de la dernière présentation de me solliciter. Ce sera avec plaisir que j'essaierai en tout cas de vous répondre. Alors, je vais prendre la parole pour cette troisième fonction publique de l'État. Merci Abdel, merci Abdellah, merci Lyra et merci le centre hospitalier également de Campessac Saint-Amand-les-Eaux de nous avoir fait l'honneur. Donc moi, je vais échanger un peu sur mon parcours. Alors, vous m'entendez ou pas? C'est bon. Moi, je suis rentré, j'ai 40 ans, je suis rentré très tard dans la fonction publique. Je suis rentré à 35 ans, ça fait 5 ans que j'y suis. Préalablement, j'ai eu une carrière un peu, j'ai eu une carrière un peu dans le privé, en tant que chef d'entreprise, dans la boulangerie, pâtisserie, et puis dans la distribution de confiserie sous l'essence. Et puis également en tant que salarié, cadre dans l'industrie agroalimentaire, et puis également dans l'industrie du textile. Et puis à 35 ans, je m'étais posé une question, qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est toujours une question, vous savez. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? C'est pas forcément une question qui est dédiée aux jeunes, c'est aussi une question à nous. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Et d'ailleurs, si vous me posez la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard, je suis incapable de vous répondre. J'ai de construire mon avenir professionnel en fonction de mes envies, en fonction de mes aspirations. Et j'ai trouvé à 35 ans où je voulais travailler, c'est dans la fonction publique. Donc à l'époque, je tente un concours en tant qu'enseignant, donc j'obtiens ce concours. Je me retrouve dans l'éducation nationale. Voilà, j'ai enseigné pendant 2-3 ans. Et puis à l'issue de ces 2-3 ans, j'ai intégré le ministère de l'Intérieur, où voilà, j'avais un poste où je coordonnais un peu les politiques publiques, et c'était fait un peu complètement par hasard, par opportunité. Et voilà comment je suis entré en fonction publique. Et j'ai appris enfin à 40 ans dans quoi je voulais travailler. Bien ouais. Moi, le côté rendre service aux gens, le côté usager, le côté citoyen, c'est les choses qui me parlent. On a effectivement les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, puis également nos principes. Et moi, aujourd'hui, ce sont des choses qui m'animent.
Et en tant que bénévole chez NQT, chez Nos Quartiers ont du talent, je me suis rendu compte que finalement, travailler dans la fonction publique, ce n'était pas automatique chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on vous en parle, vous vous dites « Ah oui, pourquoi pas ?» Et en fait, dans le cadre de votre recherche d'emploi, ne négligez pas les recherches dans la fonction publique. On peut rentrer effectivement par le biais du concours qui ont été cités tout à l'heure, mais également en tant que contractuel, c'est-à-dire un contrat où votre patron, grosso modo, c'est l'État, et puis vous avez un contrat privé, comme vous pouvez avoir un contrat effectivement dans une entreprise. Donc c'est important de postuler. Il y a plusieurs sites, et puis on aura toutes les informations à Maxime qui vous envoie un mail justement pour connaître un petit peu tous les différents sites, pour s'inscrire au concours de la fonction publique. Mais en tout cas, c'est vraiment une piste à ne pas négliger. C'est le premier employeur de France. C'est un salarié sur 5 et travaille pour la fonction publique. Vous avez des sites comme Place de l'emploi public, vous avez également d'autres sites qui vous permettent effectivement de pouvoir intégrer la fonction publique. Il y a les écoles de l'IRA, c'est important. Il y a pas mal de questions qu'on reprendra tout à l'heure sur l'intégration de l'IRA et qu'est-ce qu'on peut faire une fois que je suis attaché et que je suis diplômé, enfin, où je suis formé justement chez l'IRA. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour laisser un peu plus de temps pour répondre aux questions et puis laisser un peu plus de temps de parole pour nos jeunes. On a déjà parlé 1 heure, nous les adultes, on va maintenant laisser le temps de parole pour les jeunes. Voilà. Merci à tous pour vos beaux témoignages, ça fait du bien, c'est chouette. J'espère que ça créera des vocations aussi. Fessa, je sais que tu as pris en note pas mal de questions. Ouais, alors, on a pas mal de questions sur… pardon pour les jeunes, hein, les jeunes, je vais synthétiser vos questions parce que je ne peux pas répondre individuellement, mais je vais synthétiser les questions. Petite question, alors, on a beaucoup de questions pour l'IRA. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler dans les grandes lignes la prépa talent? Voilà. Est-ce qu'avec la prépa talent, on peut intégrer des ministères comme le Quai d'Orsay, par exemple? Est-ce qu'on peut être affecté dans les dom-toms si on le souhaite? Est-ce qu'on peut travailler où on veut? Est-ce qu'il y a toujours cette question de place? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que tu peux juste nous reboucler un peu sur la classe prépa talent, David? Bon, je pense qu'il y a Madame Leroy que j'ai vu activer le micro, notamment sur la classe prépa talent, et si elle le souhaite, je compléterai éventuellement avec l'expérience lilloise. Je vous laisse, Madame Leroy. Oui, alors les prépa talents, pour y rentrer, 2 conditions. La première, c'est il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser. Il faut ne pas avoir plus de 33 000 € de ressources par an, si je me rappelle bien. Deuxième condition, c'est la qualité du dossier scolaire et universitaire. Et puis aussi la motivation. Donc, ce sont les 2 conditions pour rentrer dans une prépa talent. Après, ce qui peut faire la différence, ce qu'on dit, c'est qu'à compétences égales vont être pris dans la prépa talent les gens qui soit viennent des DOM, soit ont fait leurs études ou résident dans un quartier politique de la ville ou une zone de revitalisation rurale. Et aussi priorité à compétences égales aux demandeurs d'emploi longue durée. Voilà, les conditions très générales pour entrer dans la prépa talent. Après, il y avait une question sur est-ce qu'on peut accéder être préparé à des concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères? Oui. Donc, voilà, là, je viens de vérifier. Vous avez, par exemple, la prépa talent qui est portée par l'ENA à Strasbourg et à Paris, qui prépare au concours de secrétaire des affaires étrangères. Il y a aussi des prépas talents à Bordeaux et à Lille qui préparent à ces concours. Voilà, à l'IEP de Bordeaux et à l'IEP de Lille. On avait une autre question aussi sur le fait, est-ce qu'on peut travailler dans les DOM, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vais laisser Sarah répondre à cette question. Alors, pour l'outre-mer, par concours, c'est un peu petit bonheur la chance. En fait, il faut observer les arrêtés d'ouverture des concours pour savoir quel est le pourcentage de postes ouverts en outre-mer. On a souvent très peu de visibilité à l'avance. Les ministères eux-mêmes en ont très peu. Cependant, pour des concours spécialisés comme par exemple la justice, le concours d'éducateur de la police judiciaire, PJJ, éducation, protection judiciaire de la jeunesse. Ouais, bon, c'est un peu dans le désordre, mais voilà, la PJJ. Ils ont souvent un nombre de postes importants offerts en Guyane. Et c'est un peu la même chose aussi pour les professeurs certifiés à l'éducation nationale
qui ont aussi un pourcentage de postes important en Guyane et à Mayotte. Mais voilà, c'est sous toute réserve parce qu'il faut toujours observer les arrêtés d'ouverture des concours, même pour des concours plus généraux comme les IRA par exemple. Il y a des postes, mais ça on le sait pour les IRA souvent en cours de scolarité, le nombre de postes offerts en Outre-mer. Donc d'une année sur l'autre, il peut y avoir un nombre important comme un nombre comme pas du tout. Voilà. C'est un peu compliqué, mais il faut être un peu attentif aux arrêtés d'ouverture. Oui. Et puis, pour compléter, je dirais que c'est vrai que dans la fonction publique, on prend de plus en plus conscience que c'est important, le lieu où on va travailler, que pour être attractif, on a intérêt à prévenir les personnes à l'avance des lieux où seront les postes. Et c'est la raison pour laquelle on développe des concours locaux, qu'on appelle des CNAL, concours nationaux à affectation locale. Et c'est amené à se développer. Voilà. On a encore, alors si je peux me permettre aussi, on a eu des questions. Alors, on a eu des questions sur est-ce qu'on peut travailler dans la finance, dans la chimie, dans une panoplie de métiers dans la fonction publique. Je dis à tous les jeunes, oui, vous pouvez travailler dans tous les métiers de la fonction publique. Il existe un site qui s'appelle la place de l'emploi public. Donc, j'ai mis le mail préalablement sur le chat un peu plus haut. Vous tapez votre matière, vous tapez votre fonction, vous tapez ce que vous voulez et vous avez les postes en question. Entre-temps, j'ai vérifié sur le poste de chimiste. Oui, on recherche par exemple des chimistes en plasturgie dans la fonction publique. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que tous les métiers qui existent dans le privé existent dans la fonction publique. Vous pouvez être cuisinier dans la fonction publique, vous pouvez être ouvrier dans le bâtiment dans la fonction publique, vous pouvez être ingénieur, technicien, vous pouvez être télécom. J'ai une question également sur l'environnement. Est-ce qu'on peut travailler dans l'environnement? Oui, on peut travailler l'environnement. Il existe effectivement une école, l'École nationale des techniciens de l'équipement, qui permet effectivement d'intégrer une classe préparatoire intégrée, voilà, pour travailler au ministère de l'Environnement. Et je crois que les concours, il me semble que les concours, l'inscription démarre au mois de janvier, je crois, de mémoire, où c'est passé. Voilà. Donc, on peut travailler dans tous les métiers de la fonction publique. Également, j'ai une question, est-ce qu'on peut faire un job étudiant dans la fonction publique? Bon, je vais plutôt laisser la question à DGFP. Est-ce qu'il y a des jobs étudiants dans la fonction publique? Peut-être du service civique, mais pas du job étudiant, quoi. Ouais, c'est ça. Non, malheureusement, il n'y a pas de job étudiant. En effet, il y a des services publics, il y a de l'apprentissage, il y a des stages. Et ce qui est possible de faire, en revanche, c'est des contrats, des CDD de 2 mois. Voilà, si pendant l'été, voilà. Mais pas des contrats de 20 heures comme on peut le voir ailleurs dans le privé. Voilà. On a également des questions. Monsieur Djelil, peut-être juste compléter par rapport à ça, job étudiant, après tout dépend ce qu'on entend, mais il existe par exemple, je parlais tout à l'heure de la filière animation, mais c'est valable aussi sur les filières sportives, sur les périodes estivales. Les collectivités sont amenées à recruter beaucoup de jeunes sur les périodes de vacances. Ça peut être de la surveillance de baignade, donc avec après il y a évidemment des prérequis, mais il existe quand même pas mal, et ça vient d'être dit, sur la forme de contrat, certaines collectivités recrutent dans des domaines, des fois des finances, des services techniques où il y a des besoins, et donc il y a des possibilités. Alors on ne les appellera peut-être pas job d'étudiants, mais derrière, sachez que la finalité est exactement la même. On a pas mal de questions concernant les délais de réponse, suite, les délais de réponse lorsqu'on répond à une annonce de la fonction publique. Il faut savoir une chose, c'est que les délais de réponse dans la fonction publique, c'est un peu, je dirais, elles sont de deux ordres. Soit c'est un peu comme le privé, c'est-à-dire dès qu'on a trouvé la personne, on la tient informée, ou soit effectivement sur les délais de réponse, on va venir conserver un cahier des charges pour mettre tout le monde sur le même niveau. C'est-à-dire que, par exemple, sur une annonce, vous allez dire, voilà, on va recruter quelqu'un, on va attendre l'ensemble des candidatures avec une date butoir au 31 décembre, par exemple. Voilà, c'est juste un élément de réponse. Et à partir du 31 décembre, on va commencer à convoquer les candidats ou à leur répondre. Parfois, c'est long, c'est vrai, mais ce sont les délais de la fonction publique, même si effectivement, on peut s'améliorer. Maintenant, ce qui est intéressant sur la place de l'emploi public, c'est que généralement, vous avez le mail de la personne qui recrute. Voilà. Il ne faut pas hésiter à envoyer des relances. C'est un peu comme dans le privé. Croyez pas que dans le public, les DRH sont un peu à côté. Non, c'est comme dans le privé. Voilà. Si vous n'avez pas la réponse, eh bien, vous envoyez un mail, vous harcelez, je vous envoie une candidature tel jour, telle date, j'ai toujours pas eu de réponse, est-ce que je peux avoir un avis, etc. C'est important ce travail-là. C'est comme dans le privé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme réponse? Oui, alors, une personne qui parle des diplômes étrangers. Il faut des diplômes qui sont reconnus par l'Union européenne ou par la France pour pouvoir passer effectivement les concours. Maintenant, pour les concours Bac plus 3 et plus. Maintenant, les personnes effectivement qui ont un bac ou qui ont des diplômes étrangers,
moi, c'est ce que je disais à certains jeunes à l'époque, si vous l'intégrez à la fonction publique, c'est que passer le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est l'équivalent d'un baccalauréat, qui vous permet de passer des concours dans la fonction publique avec un niveau baccalauréat. Voilà. Voilà pour les questions en gros. Il ne faut pas hésiter à réécrire les questions sur le chat si vous en avez. Et puis, je me ferai un plaisir de les répertorier et puis d'y répondre. Oui. Oui, vous entendez ou pas? Alors, il y a une autre question concernant les niveaux de diplôme. Dans la fonction publique, la matière, c'est pas tant la matière. Alors, la matière est importante, c'est vrai, mais c'est plus le niveau de diplôme qui est important. Lorsqu'on demande un niveau de diplôme, un niveau 2 ou un niveau 3, c'est un niveau 2 ou un niveau 3, peu importe la spécialité. Voilà, c'est important parce qu'on peut très bien effectivement avoir un diplôme, je ne sais pas moi, en mathématiques appliquées, un master en mathématiques appliquées par exemple, et passer le concours d'attaché, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce que vous êtes mathématicien que vous ne pouvez pas avoir le concours d'attaché. Ce n'est pas une question de spécialité, c'est plus une question de niveau de diplôme. Si je ne me trompe pas, mesdames la DGAFP. On a une question aussi sur les personnes en reconnaissance travailleurs handicapés. Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, je vais donner l'info avant de laisser les collègues. Actuellement, le ministère de l'Économie et des Finances recrute 103 personnes de mémoire partout en France, reconnues travailleurs handicapés. Sans concours, uniquement sur dossier. L'annonce est tombée aujourd'hui, je crois, de mémoire. C'est bien ça, mesdames des GFP. Oui, en fait, oui, pour les personnes en situation de handicap, on n'a pas pris le temps de développer, mais il y a deux spécificités. Déjà, il y a des recrutements dédiés, facilités, donc sans concours, sur entretien, malgré tout. Ces recrutements, c'est un contrat pendant 1 an, et au terme du contrat, on titularise les personnes dans la fonction publique. Donc voilà, ce sont des voies un peu plus faciles pour entrer dans la fonction publique. Deuxième spécificité pour les personnes en situation de handicap, c'est que quand on est apprenti en situation de handicap, au terme de l'apprentissage, de la même façon, on peut être titularisé après avoir passé un entretien. Alors, j'avais une petite question pour David. Est-ce que tu peux nous expliquer la question de ces 50 bénévolats dans une association pour pouvoir intégrer l'IRA par le biais de la 3e voie? Oui, bien sûr. Un 3e concours, c'est un concours qui est ouvert aux candidats qui ont une expérience professionnelle, quelle qu'en soit la nature, d'au moins 5 ans dans le secteur privé ou en tant qu'élu local ou en qualité de responsable, y compris les bénévoles d'une association. Donc, ils vont pouvoir se présenter au concours, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et ils vont passer les mêmes épreuves, un concours externe, concours interne et 3e concours sont les mêmes épreuves. Et par contre, il y a un jury qui va regarder l'ensemble des personnels, personnes qui passent le 3e concours et qui les classeront par ordre de mérite. Donc c'est aussi une voie un petit peu différente qui est à côté un peu de la voie traditionnelle du concours externe par rapport aux conditions de diplôme, ou du concours interne qui fait la part belle à l'ancienneté dans la fonction publique quand on est d'une catégorie inférieure à la catégorie A. Après, je pense que la richesse, et nous on le voit au quotidien aussi dans les promos, c'est-à-dire que dans la promo actuelle, on a des gens qui sont issus à la fois du 3e concours avec ce type de parcours dans le privé, des gens qui sont issus des concours internes et externes, et ça fait un vrai mélange, une vraie émulation avec des apports de chacun au quotidien dans le cadre de leur scolarité. Ils ont tous des approches et des parcours différents. On a par exemple un douanier à l'heure actuelle qui est ici. Dans notre classe prépa talent, si on fait le lien sur la période juste avant, on a à la fois des jeunes diplômés, et on a par exemple
des deux personnes, je pense justement à elle, qui étaient aussi un peu comme toi, qui avaient eu une expérience dans le privé et qui donc pourront se présenter au 3e concours et qui étaient chefs d'entreprise. Et on a aussi une maman qui à 40 ans s'est retrouvée toute seule avec ses 5 enfants, qui était jusqu'à fin août au RSA, et qui a pu intégrer la classe prépa talent et qui est admissible au concours. Et on l'espère et on se dit qu'on espère la voir dans la prochaine promo qui rentrera au mois de mars. Donc ce 3e concours, c'est une voie complémentaire. Je pense que les collègues de la DGAFP évoquaient tout à l'heure aussi le fait d'avoir peut-être des concours un peu plus locaux, de diversifier aussi les profils, et ça peut éventuellement en faire partie pour avoir, dès lors qu'on a l'envie de travailler pour la fonction publique et le sens de l'intérêt commun, ça peut être une manière d'intégrer la fonction publique. J'ai une question également, les gens posent la question. Les concours sont gratuits dans la fonction publique, c'est pas payant. Voilà, c'est pas comme lorsque vous rentrez dans une école de commerce, on vous demande de payer 135 € ou 40 € pour passer le concours. Les concours de la fonction publique sont gratuits. Et lorsque vous intégrez une prépa talent, lorsque vous intégrez l'IRA, vous êtes payé. Voilà, je laisse David en dire un peu plus, mais quand vous êtes dans l'école, vous êtes déjà fonctionnaire entre guillemets, vous êtes payé. Voilà, alors je te laisse dire un peu plus parce que c'est vrai que ça peut être une question qui est importante en fonction des choix de vie de chacun. Est-ce qu'on est payé pendant la formation de l'IRA, par exemple? Pendant la formation de l'IRA, quand on a le statut d'élève attaché, il y a bien une rémunération qui est prise, qui est payée chaque mois durant cette scolarité qui dure 1 an, avec une prise en charge financière par l'IRA pendant 8 mois et sur les 4 mois qui suivent, une prise en charge en tant que fonctionnaire stagiaire. Mais donc oui, il y a bien une rémunération quand on est élève attaché au sein de l'IRA. Et Madame Leroy je ne savais pas si elle allait compléter ou si répondre directement sur le chat. Je vous ai vu tourner l'écran. Oui, en fait, on regardait dans le fil des questions, il y a des questions sur les livres, sur les livres pour préparer les IRA, et on voulait vous dire que sur le site SCORE, il y a des ressources et il y a de la bibliographie. Oui. Vous avez des notes de cadrage, en fait, pour l'épreuve de cas pratique et l'épreuve de questions, enfin de QCM. Et à la fin des notes de cadrage, vous avez une bibliographie pour se préparer. Alors, une question, il y a une question qui était intéressante. Concernant les détachements, une personne disait, est-ce que c'était tabou, les détachements dans la fonction publique? Alors, je laisse peut-être M. Hanoun poser la question. Lui, il a dû en voir des personnes de l'État détachées dans les collectivités territoriales. Alors, Abdellah, détachement, finalement, c'est tabou, c'est pas tabou, ça se fait pas? Absolument pas, c'est même une chance, je dirais, de pouvoir être détaché. Moi-même, d'ailleurs, je fais l'objet d'un détachement sur mon poste, détaché sur un emploi fonctionnel, mais le détachement auprès voilà, il y a des personnes qui se mettent en disponibilité pendant une année ou autre. Ça permet aussi d'aller voir d'autres collectivités, donc non, il n'y a pas du tout de tabou, et au contraire, je considère que c'est même une plus-value. Et nous, on a accueilli au sein de l'agglomération, par exemple, des collègues qui venaient de l'éducation nationale, des infirmières scolaires dans notre service santé, par exemple, qui sont venus, qui ont fait 1 année, 2 années, 3 années, voire plus. Et donc, ça arrive de manière assez régulière. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi la chance qui existe de pouvoir voir différents métiers, différentes collectivités. Donc, non, très positive. Oui, je complète juste ce qu'Abdellah est en train de dire. J'ai moi-même été fonctionnaire de l'État, puis fonctionnaire territorial en tant que réellement et pas détaché, intégré chez les attachés territoriaux à l'époque. Et je suis revenu en tant que fonctionnaire de l'État. Donc, il y a des possibilités, des perspectives qui s'offrent sur l'ensemble de ces différents pans de la fonction publique. On a un jeune nous posait une question. Alors, attendez, elle était tout à fait intéressante. Oui, alors, la question, alors, je répète parce que ça a été une question qui est revenue 2-3 fois. La question des diplômes. Pour être fonctionnaire, il faut avoir un diplôme qui est reconnu par l'État et il faut que vous soyez français, de nationalité française. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme reconnu par l'État
ou pour ceux qui ne sont pas de nationalité française, d'accord, vous pouvez intégrer l'administration via la voie contractuelle. Ce n'est pas rédhibitoire. Mais simplement, pour avoir le statut de fonctionnaire, il faut être français. Et les diplômes français également, reconnus par l'État. Alors, on voulait apporter une précision. C'est vrai que pour exercer la majorité des métiers de l'État et être fonctionnaire, il faut avoir un diplôme français. C'est vrai pour les métiers qu'on appelle régaliens, police, justice. Mais quand on a un diplôme, quand on est ressortissant de l'Union européenne, on peut aussi passer des concours de la fonction publique. Mais sur les autres types de métiers. Je suis en train de répondre les questions en vitesse. Je vois qu'il y avait une question aussi sur des personnes qui souhaiteraient travailler en tant que fonctionnaire à l'étranger, à l'international. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Bien, on a évidemment tous les métiers qui sont tous les emplois proposés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Après, au sein des différentes administrations, on a souvent des postes qui n'offrent pas forcément un détachement, le fait de travailler 7 jours sur 7 à l'étranger, mais qui peuvent fonctionnellement proposer des courts séjours à l'étranger, notamment sur un poste sur une thématique internationale ou un poste, par exemple, on a le cas un peu à la DGFP d'un bureau qui est en charge de la perspective internationale. Ces agents sont souvent amenés à se rendre à l'étranger pour diverses raisons. Donc, on peut avoir ce cas de figure-là. Après, sinon, on a le cas de figure classique des affaires étrangères. Voilà, Oui, c'est ça. Oui, tous les ministères, en effet, quasiment tous, ont des services relations internationales où ils développent des coopérations avec d'autres pays sur leurs sujets. Par exemple, le ministère de la Santé a des coopérations avec d'autres pays sur les sujets de la santé. Et donc, les personnes qui y travaillent, évidemment, sont amenées à nouer des relations avec des fonctionnaires à l'étranger. Oui. Alors, je regarde les questions. Alors, c'est vrai que Madame Ruxan a parlé du VIE et du VIA, enfin du VIE qui permet effectivement aussi de travailler, dans l'international. Alors, je regarde juste, il y avait une question qui était intéressante. Je la trouve. Alors, attendez, hop. Alors, attendez. Attendez, hop. Est-ce que l'IRA... Alors, une question pour l'IRA. Une personne qui souhaite travailler dans la filière numérique et qui intègre l'IRA, est-ce qu'après l'obtention de sa formation, enfin est-ce qu'après sa formation, peut travailler dans le numérique ou pas du tout? Nous, on ne forme pas dans l'IRA des techniciens en tant que tels numériques. Je pense qu'il faut distinguer, mais bien évidemment qu'ils pourraient des postes, peut-être pas en poste de sortie directement, parce qu'on parle aussi depuis tout à l'heure du débouché quasiment direct après l'IRA, mais comme Abdallah le disait tout à l'heure, une carrière, ça se construit, et donc au gré des mobilités, vous pouvez aussi arriver dans des services qui sont plutôt à dominante numérique, mais sur des fonctions plutôt support. Nous, on ne va pas former un ingénieur en sortie d'IRA, par exemple, dans l'éducation nationale. Vous avez les ingénieurs dans une branche d'activité professionnelle informatique, on ne forme pas ça, on forme des attachés plutôt généralistes qui pourraient travailler au sein de structures du numérique, mais pas forcément en tant que technicien ou ingénieur numérique. Il y a également une question technique. Est-ce qu'on peut faire des stages d'immersion dans l'administration? Pour celles et ceux qui sont inscrits à mission locale ou qui sont inscrits via le Pôle emploi, vous pouvez demander à votre conseiller en insertion professionnelle ou votre conseiller Pôle emploi de pouvoir vous réaliser une période en mise à situation en milieu professionnel. Donc, c'est une convention, effectivement,
en fait, c'est comme une attestation de stage qui vous permet d'aller chercher un stage, par exemple, dans la fonction publique, une préfecture, une mairie. Et donc, à ce moment-là, ce sera le Pôle emploi qui vous fait l'attestation de stage, l'administration en question qui sera la structure accueillante, et puis vous, en tant que stagiaire, et là, vous pourrez faire effectivement une mission d'immersion. Ce document vous permet d'avoir le statut de travailleur, d'être assuré. Donc, il faut absolument ce document si vous voulez réaliser un stage dans une fonction publique. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça de votre propre chef. Voilà. Donc, vous demandez à votre conseiller d'insertion professionnelle ou à Pôle emploi qui vous réalise une convention de stage, voilà, qui s'appelle une PSMP, une mise en situation au milieu professionnel, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement l'anagramme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions on a essayé. Non, il n'y a pas de prépa talent en Martinique. Hein. Si vous voulez passer le dossier, il faut venir en métropole, là. Oui, pour compléter, en effet, pour l'instant, il n'y a pas de prépa talent en Martinique. On y travaille, en fait. Voilà, on est en lien avec l'université de Martinique-Guadeloupe pour créer cette prépa talent. On espère qu'elle sera ouverte pour la rentrée 2022. Voilà, mais ça va dépendre aussi, voilà, de plusieurs choses, mais on y pense. On va encore attendre quelques minutes s'il y a d'autres questions. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur le live, hein, on essaye de tout lire. Hein. Oui, concernant les dates d'inscription des IRA, tout est sur le site internet de l'IRA. En l'occurrence, l'IRA de Lille ici, vous tapez IRA de Lille, vous avez toutes les dates. Voilà, les dates de dossier, les dates limites, les dates de concours, voilà, il y a tout ce qu'il faut dessus et c'est assez facile en fait en plus. Alors non, il n'y a pas de promesse d'embauche après les stages effectués dans la fonction publique. Donc ça reste des stages, alors, je ne sais pas si c'est Mathieu, si vous m'avez posé la question en premier au départ. Non, ce sont des stages d'immersion que vous pouvez demander par le biais de votre conseiller d'insertion professionnelle ou par le biais de Pôle emploi. C'est exclusivement de l'immersion. Donc ça permet de découvrir la structure, mais il n'y a pas de promesse d'embauche derrière. Alors, concernant une question, une personne souhaite devenir directeur des services accueillant des mineurs. Donc, c'est la PJJ, je crois, hein, Catherine. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, il faut aller sur le site de la PJJ. Oui, il y a une école, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, qui offre des emplois de tout niveau. Donc, vous pouvez aller sur le site du ministère de la Justice ou de l'école. Il me semble qu'ils ont également une prépa talent. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et je crois que les recrutements sont en cours. Alors, une personne me pose la question, bonjour, pour les recherches d'emploi contractuelles CDD ou CDI, y a-t-il une plateforme qui regroupe une majorité des annonces? Ça reste l'annonce Place de l'emploi public, c'est bien ça, Catherine, hein? Voilà, donc allez sur le site Place de l'emploi public dans lequel vous avez tous les postes. Il y avait une personne qui posait la question concernant, voilà, sur un poste à compétences égales, va-t-on préférer recruter un contractuel ou une personne sortant de concours? C'est une très bonne question. Merci d'avoir posé. Je te la laisse, Catherine. Eh bien, pour l'instant, oui, à compétences égales, je pense que c'est un fonctionnaire qui sera embauché. Maintenant, à compétences égales, c'est rare. Hein. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que tous les postes sont offerts aux contractuels comme aux fonctionnaires. Donc, et sont accessibles via Place de l'emploi public.
Alors, on posait la question sur évoluer de catégorie C à catégorie A dans la fonction publique. Alors, je vais quand même laisser aussi la parole à notre ami Abdellah, parce que la territoriale, il n'y a pas que l'État, il y a également la territoriale. Alors, Abdellah, dans les mairies, les mairies, départements, régions ont évolué de C à A ou A+, voire. Je dirais il y a une grille de carrière, il y a une grille d'évolution, il y a des indices, et donc ça évolue au fur et à mesure des années. Mais encore une fois, je suis plutôt de l'école qui va inciter à passer les concours, passer les examens et ne pas attendre, parce que c'est vrai que c'est très cadré, hein. Par exemple, c'est 1 an, 6 mois pour prendre un échelon. La promotion, ça sera au bout de 6 ans, 8 ans. Bon, voilà, toutes les filières, en tout cas, il y a une grille qui existe pour chaque filière. Et après, c'est une évolution classique. Mais on l'a dit, on l'a assez répété, je pense, lors de l'échange, la carrière se construit. Et donc, il ne faut pas attendre d'arriver à ces évolutions. Elles existent, elles sont possibles. On peut passer du C au A en ayant le concours. Il y a différents concours. Il y a le concours externe, il y a le concours interne. Bref, il existe quand même énormément de possibilités pour pouvoir évoluer de C à A sans problème. Après, ce sont des choix, ou alors on est plutôt passif et on attend cette évolution au gré des années qui permettra à un moment donné, voilà, de passer, de changer de grade, ou alors on est acteur de sa carrière et puis on la booste par moment et on se forme et on décroche des concours. Et encore une fois, des fois c'est la voie interne, un concours interne qui est quand même plus accessible. Alors, il y a une question, une personne me disait, y a-t-il une grande différence entre travailler dans le secteur public-privé? Oui, il y a une très grande différence. En fait, travailler dans le public, c'est avant tout un état d'esprit, en fait. Je le dis aux jeunes, hein, c'est clair que les études, elles montrent que sur un certain nombre de postes, les salaires sont beaucoup plus élevés dans le privé que dans le public. Ça, c'est une réalité, parce que vous avez une grille. Il y a des échelons, et puis tous les 3 ans, vous évoluez, vous gagnez voilà, 100 € de plus, 80 € de plus, etc. Mais en fait, la fonction publique, c'est avant tout l'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut se dire. On vient avant tout dans la fonction publique pour l'intérêt général. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, oui, c'était Catherine qui disait ça. On vient pour l'intérêt, on vient pour la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Et on vient également travailler dans la fonction publique parce qu'on aime ça et parce qu'on aime servir les usagers. Il y a une autre question dans le même message. Comment bien choisir la fonction publique adaptée pour un poste juridique? La différence entre un attaché territorial, un administrateur principal et un énarque qui est un attaché d'administration. Bah, c'est 3 statuts différents en fait. L'attaché territorial catégorie A, c'est ça, hein, Abdellah? Oui. Attaché territorial catégorie A, donc cadre, dans une collectivité territoriale. Un administrateur principal, Catherine, administrateur principal. Alors, on a des administrateurs civils niveau A+, donc c'est quand on sort de l'ENA qui se transforme en ISNSP ou quand on sort pour la fonction publique territoriale de l'INET, donc administrateur civil. Et on a aussi des attachés principaux, catégorie A. Alors, comment choisir entre les 3 fonctions publiques? C'est compliqué, hein. Je dirais que ça dépend des gens, des intérêts. Quand on est dans la fonction publique de l'État, on porte des politiques nationales. Voilà, on peut porter voilà, une politique nationale de la santé, une politique nationale sur l'économie. Quand on est dans la fonction publique territoriale, mais Adela en parlera mieux que moi, on est plus sur des thématiques plus locales, c'est plus concret sur le terrain. Voilà, ça dépend de chacun d'entre nous, je dirais. Voilà, chacun, on a nos aspirations, notre façon, voilà, nos affinités. Je pense qu'il faut essayer. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on peut passer d'une fonction publique à l'autre, d'un ministère public, d'un ministère à l'autre. Donc, d'un niveau, voilà, personnellement, j'ai travaillé dans des ministères à Paris, j'ai travaillé aussi dans des services de l'État en région, où on voit plus facilement le fruit de nos actions sur le terrain. Voilà, soit on a envie de réfléchir à des concepts, des politiques, soit on veut faire du concret. Quand on travaille dans un hôpital, c'est très concret. Voilà. Je vous laisse compléter.
Ouais, non, mais c'est très complet ce que tu viens de nous dire, Catherine. Après, il y a la particularité pour compléter ce qui a été dit sur la fonction publique territoriale et en l'espèce plutôt les communes ou encore moins les agglomérations, mais au niveau des communes, vous évoquiez la notion d'élus, les élus où il y a cette proximité, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'on va travailler en contact direct avec les élus, ce qui est un peu moins vrai dans la fonction publique d'État où il y a quand même même si les orientations évidemment émanent, mais en tout cas dans le quotidien, on le ressentira moins que dans la fonction publique territoriale et encore plus marqué dans les communes ou les communautés d'agglo ou comités de communes. Alors, il y a une question peut-être pour Catherine. Alors, quelle est la différence entre un catégorie A et un catégorie A+. Même si je la connais, je te laisse répondre, Catherine. Merci. C'est essentiellement le niveau de responsabilité qui sont exercés. Et deuxièmement, la difficulté du concours. Après, c'est vrai qu'on passe des concours différents pour accéder à des emplois de catégorie A et de catégorie A+. Mais c'est le même niveau de diplôme qui est requis malgré tout. Voilà, pour donner des exemples, un administrateur, une personne A+, va pouvoir être en ministère, être chef de bureau, sous-directeur et dérouler un peu sur tout le reste de la hiérarchie. Quand on est catégorie A, on peut être chargé de mission ou chef de bureau, voilà. Ce genre de choses. Je ne sais pas, Sarah, si tu veux. Oui, c'est vrai, mais à contrario aussi, en déconcentré, un catégorie A va pouvoir exercer des fonctions de chef de bureau, enfin des fonctions à responsabilité de manager, chose qu'en centrale, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu l'apanage des A+, par exemple des énarques qui vont être, eux, les chefs de bureau. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Après, je ne sais pas trop, en déconcentré, c'est plutôt des préfets, des A+. Le corps préfectoral, on va avoir des directeurs de cabinet, enfin voilà, c'est plutôt ces personnes-là. Donc, ouais, c'est ça un peu pour donner des exemples, c'est un peu la différence. C'est le niveau de responsabilité. C'est le niveau de responsabilité qui est attaché, oui. Il y a une question. Alors, il faut être clair. Quand vous avez un diplôme étranger, vous pouvez quand même intégrer la fonction publique en tant que contractuel. C'est pas interdit. C'est ça, Catherine. Voilà, mais pour intégrer la fonction publique d'État, il faut être français ou avoir un diplôme, ou être issu de l'Union européenne pour certains postes. Voilà. Donc la question du diplôme étranger, c'est uniquement pour les contractuels. Uniquement. Après, moi, je le dis toujours, même si vous avez un baccalauréat qui n'est pas forcément reconnu, passez toujours un DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires, qui est un niveau bac et qui est reconnu en France comme le baccalauréat. Donc ça vous permet effectivement de passer les concours avec le bac minimum. Voilà, c'est important de vous le dire. Concernant, alors, il y a une question, une personne me dit, j'ai pu lire qu'il fallait éviter de donner l'argument du sens de l'intérêt général. La différence entre deux réponses, je vais vous expliquer, la différence d'entretien entre deux réponses, c'est la sincérité et ça se sent quelqu'un de sincère. Je pense qu'au vu des commentaires qu'on a vus tout à l'heure, vous nous avez senti tous les 5 sincères sur notre métier, la fonction publique. Et lorsqu'on vous pose la question sur cet engagement auprès de l'usager, auprès du citoyen, auprès de notre République, eh bien, une personne qui est sincère, ça se sent. Donc forcément, oui, si une personne n'est pas convaincue de ça et puis elle le dit sans émotion, sans rien du tout, bien sûr, ça va être un argument qui va passer à la trappe et le recruteur, dans le cadre d'un poste contractuel ou dans le cadre d'un oral de concours, on peut dire, oui, il dit comme tout le monde. Mais quand c'est sincère, je peux vous promettre, alors David pourra le confirmer, mais quand tu participes à des recrutements de l'IRA ou des concours, la sincérité, on la sent, David, quand même, non ? La sincérité se sent et je pense qu'au-delà de dire je suis convaincu du sens de l'intérêt, il faut peut-être aussi essayer de l'incarner et de compléter peut-être avec des exemples concrets et pas rester juste de manière très conceptuelle sur le sens de l'intérêt. Après, notamment pour les sélections sur les classes prépa talent, on a eu, pour la classe prépa talent de l'IRA de Lille de la dernière promotion, on a eu quasiment 120 personnes et on avait 60 places
avait 60 places qui étaient ouvertes, donc il fallait faire une sélection et c'est vrai que ça se ressent. Je partage quand il y a au-delà des mots un véritable état d'esprit quelque part. Mais ça s'incarne en tout cas, ça s'incarne. Alors, il y a une question qui est tout à fait intéressante. Une personne dit « Merci pour tous vos retours, ok, très bien. Comment faites-vous pour rester neutre dans vos positions professionnelles vu l'aspect politique du travail dans la fonction publique en raison des relations avec les élus et compagnie ?» Alors, je vais répondre moi, Catherine, enfin nous tous, et également Abdellah, parce que lui, il bosse quand même pour des élus politiques. Alors, la neutralité, quand vous l'avez en tête, quand vous la vivez, c'est pas compliqué. Voilà, il ne faut pas donner son avis politique, on n'est pas là pour critiquer le gouvernement, pour critiquer un élu. Nous sommes des bras armés, on applique, point. À partir du moment où vous comprenez cela, peu importe le paysage politique, bah vous le faites. Et si jamais je pousse un peu plus loin, demain vous avez Pierre-Paul Jacques qui se retrouve à la tête d'une administration, peu importe son idéologie politique, eh bien vous êtes là pour servir l'intérêt général et puis pour servir un peu ce qui va vous donner, quoi, tout simplement. C'est pas aussi compliqué que ça. Catherine, à toi, puis après David et Abdel. Bon, je peux y aller tant que Catherine réfléchit. Ouais, après, on a un statut, hein, et dans notre statut, on a des droits et des obligations, et donc voilà, il suffit juste de l'appliquer, de le respecter à la lettre. Après, évidemment, dans certaines collectivités, la question se posera davantage, mais c'est aussi lié à la responsabilité et au poste qu'on occupe. Je veux dire, quelqu'un qui est directeur général des services ou directeur général adjoint des services comme moi, par exemple, il va être au contact direct du politique. Mais on est là, nous, pour décliner des orientations qui nous sont données. Donc, on déroule, je dirais, on est là pour appliquer. Après, chacun a ses idées, a son propre avis sur les questions, mais au-delà du politique, je l'étendrai également sur le religieux ou sur tous les sujets que vous souhaitez, surtout l'actualité nous le rappelle assez régulièrement. On a un devoir de réserve, la neutralité s'applique à nous et ça me va très bien. Et en tout cas, dans la pratique, ça ne me cause pas de difficultés. Et quand on intègre la fonction publique territoriale, on connaît l'environnement dans lequel on va évoluer. Après, à nous de nous adapter, ça fait partie aussi même du principe et des valeurs du service public, l'adaptation, et on doit s'adapter. Après, chacun a son avis, sa propre opinion, mais il doit la garder dans son fort intérieur. Alors Catherine, en centrale, là, chez vous, comme vous avez changé plusieurs fois de ministre et tout, comment on reste neutre? Alors, du coup, oui, je me suis dit que moi, je n'avais jamais été confrontée au fait de devoir appliquer une politique avec laquelle voilà, je n'étais pas forcément d'accord. Mais c'est vrai qu'on a quand même le choix de nos ministères. Par exemple, moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière aux ministères sociaux, au ministère de la Santé et au ministère du Travail. Donc, finalement, quels que soient les changements politiques des ministres, on avait toujours le sentiment que ce qu'on faisait était utile. Alors, bien sûr, parfois, on se dit « Ah, ça, c'est plutôt, c'est pas très utile, c'est un peu de la com, on ferait mieux de se concentrer sur le fond. » Mais globalement, on a quand même un sentiment d'utilité, de fierté même parfois. Voilà, je pense au Prépa-Talent qui a un très beau dispositif. Quand on se déplace et qu'on entend les gens qui sont en Prépa-Talent qui nous disent c'est super, si jamais il n'y avait pas eu ces Prépa-Talent, je ne serais pas là en train de préparer les concours aujourd'hui. On sent quand même que ce qu'on a fait n'était pas inutile. On a l'impression de faire bouger les lignes un petit peu, et c'est ça la satisfaction. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, c'est parfait. Hein. Et alors, David? Je pense qu'une bonne partie des arguments ont déjà été donnés. Je rebondis sur la satisfaction. Enfin, moi, j'ai vu hier dans les élèves des cordées du service public qui sortaient de leurs 4 heures de travail sur le grand oral, des sourires dans les yeux en dessous parce qu'avec les masques, on n'a pas vu. Je peux vous dire qu'on rentre chez soi et
Ces considérations qui sont évoquées depuis tout à l'heure, politiques, je pense c'est la finalité de la mission, qui prime. Et puis, je pense que ça n'intervient pas au quotidien, en fait. J'avoue que je me suis rarement posé la question, en fait. Alors, il y a une question. Alors, je reviens sur une question. Alors, Noémie, Florence qui dit, El Walid Kemal qui dit pour les diplômes étrangers, pour les personnes avec peu ou pas qualifiées pour accéder à la fonction publique en tant que contractuel, est-ce qu'un étranger titulaire d'un Master 2 en France, profil junior, fait partie de cette catégorie? Alors, est-ce que Walid, vous pouvez juste préciser la question? Mais je répète encore, pour être fonctionnaire, il faut un diplôme reconnu par l'Union européenne ou français, et il faut être de nationalité française. Si vous n'êtes pas de nationalité française, si vous avez un diplôme reconnu à l'étranger, vous pouvez toujours faire valider votre diplôme, faire une équivalence en France, ou bien soit effectivement postuler avec des postes contractuels, c'est pas interdit. Si on est sur un premier CDD, faut-il justifier d'un certain nombre d'années Non. Il n'y a pas besoin pour postuler ou pour se présenter à un concours, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé 3 heures, 10 heures ou 100 heures en CDD dans un métier de la fonction publique. C'est un concours, point. Quelqu'un qui pose la différence entre prépa ENA et l'INET. L'ENA et l'INET. La prépa, la prépa talent, c'est plus pour être haut fonctionnaire, entre guillemets, d'État, grosso modo, et l'INET, c'est pour être haut fonctionnaire dans les collectivités territoriales. Elle est là la différence. C'est bien ça, Catherine ou Abdel, hein. Je vais laisser Adela répondre. Alors, je vous avouerai que j'avais en même temps, j'étais en train de lire un message que j'en recevais, donc la question c'était, tu peux la... Alors, la différence entre l'ENA et l'INET, quoi. Grosso modo, l'INSPE, c'est l'INSPE, c'est ça, l'Institut national, voilà, et l'État. Et l'INET. L'INET, c'est pour être haut fonctionnaire collectivité territoriale, hein, c'est bien ça. Hein. Donc, après, là, par rapport à cette question, c'est la différence, je pense, qui est le lien entre ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la catégorie A et la catégorie A+. La territoriale, en tout cas, nous, la territoriale, c'est l'INET qui, sur le niveau de l'INET, dans le cadre de la formation et également des préparations. Après, j'avouerai que je ne connais pas spécialement et peut-être laisser Catherine peut-être préciser, parce que là, j'avoue que je ne suis pas expert sur la question. Oui, non, mais c'est tout à fait ça, en fait. L'INSP, donc c'est précédemment l'ENA, permet d'accéder au corps des administrateurs de l'État, donc de travailler dans les ministères, d'accéder au corps préfectoral aussi. On peut travailler dans les tribunaux administratifs. On oublie les administrateurs civils. Voilà. Oui, travailler dans les... Voilà. Ça ouvre aussi au corps d'inspection. Les grands corps, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, Inspection générale des affaires sanitaires, culturelles, Inspection générale de l'administration, voilà. Et après, les administrateurs civils qui sont un peu dispatchés au sein de la plupart, de tous les ministères, en fonction des rangs de classement en sortie d'école. Hein. Oui. Et également, ça ouvre à toutes les grandes juridictions, la Cour des comptes, les cours régionales des comptes. Ça ouvre aussi pour le tribunal administratif, Conseil d'État. Donc ça, c'est l'INSP, c'est la fonction publique d'État. Et l'INET, ça permet d'accéder à des postes, fonction publique territoriale. C'est aussi un niveau A+. Et donc là, ça ouvre à des postes de directeur général des services dans des grandes collectivités. Voilà, c'est une fonction publique que je connais moins, mais c'est tous les postes à responsabilité de la fonction publique territoriale. Voilà. Selon la strate de la collectivité, effectivement. C'est limité à la strate, donc les métropoles, par exemple, directeur général, le département, la région, par exemple. Il y a également une question, est-ce qu'il y a un nombre limité concernant la présentation à des concours? Alors, la majorité, non, mais à l'IRA, est-ce qu'une personne, je ne sais pas, un concours externe, qui souhaite intégrer l'IRA a été refusée 3-4 fois, voilà, pour je ne sais pas quoi, est-ce qu'elle peut tenter autant de fois qu'elle souhaite, David, ou pas? Il n'y a pas de limite de passage pour l'IRA. Pour les IRA, non, il n'y a pas de limite. Voilà. Même pour l'ENA, je crois qu'il n'y a plus de limite. Hein. Il semble qu'il y avait une limite pendant un temps, je crois que ça a été retiré l'année dernière.
dès la limite. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de limite pour les concours. Et je tiens à rappeler, pour les personnes qui ont plus de 3 enfants, il n'y a pas de condition de diplôme pour passer les concours dans la fonction publique. C'est bien ça, Catherine, hein? Ah, ça, je ne l'avais plus en tête. Je ne saurais pas vous dire. C'est pour On va récompenser. vérifier. Ouais, donc en fait, quand vous avez plus de 3 enfants, vous n'êtes pas obligé d'avoir pour certains concours, vous n'êtes pas obligé d'avoir le diplôme qui va à côté. Voilà, c'est dans le cadre de notre politique familiale. Voilà. Sarah peut compléter. C'est vrai que... Vas-y, Sarah. Il faut que les parents, en fait, ou les parents, justifient que pendant le laps de temps concerné, ils se sont occupés à temps plein de leurs enfants. C'est ça. Mais c'est ça. C'est une façon de récompenser notre politique familiale et de récompenser les parents. Voilà. Ce qui n'existe pas ailleurs, je crois. En plus, je crois que c'est typiquement français. Voilà, il y a beaucoup de questions, mais là, ça fait un peu 2 heures. Je ne sais pas. Maxime? J'arrive, je suis là. Merci à vous pour la réponse à toutes ces questions. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Donc, c'est très, très chouette. Si vous avez des documents qui sont hyper synthétiques sur le passage des concours, sur les voies d'accès, sur les prépas au concours, je suis preneur pour envoyer tout ça aux participants. Ça peut être très chouette. On a enregistré toute la présentation aussi. Donc, on va voir ça avec notre service com pour avoir des petits bouts de communication sur vos réponses, voire pour faire un replay. Donc, je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont connectés jusqu'à là, il y a 2 minutes. Donc, vous aurez accès au replay incessamment sous peu. Voilà, il y avait une petite question de savoir s'il fallait relancer pour une candidature en contractuel. Il faut toujours relancer quand on candidate 10 jours ou 2 semaines après. C'est le plus important. N'hésitez pas à le faire. Avec la petite pondération, c'est si l'offre précise qu'elle est encore en cours pendant une durée d'1 mois en termes de publication et qu'on l'a juste envoyée le premier jour, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir une réponse directement dans les 10 premiers jours, dans la mesure où l'ouverture pour ce recrutement n'est pas terminée, donc l'analyse des candidatures est certainement en cours. Je rappelle juste pour certains, parce qu'il y a des questions, le concours, finalement, on se moque de votre expérience. Et tout le monde au même niveau. Voilà, il y a une partie exercice, une partie orale. Donc, ce n'est pas l'expérience qui fait de vous que vous serez le meilleur au concours. Voilà, c'est pas une question d'expérience professionnelle. Je tiens à dire parce qu'il y a quand même ce type de questions. C'est uniquement, entre guillemets, vulgairement, votre cervelle, votre stylo, et puis votre capacité à rédiger, à écrire, à répondre au QCM qui fera la différence. Et ensuite, si vous êtes admissible, généralement, il y a un oral. Et c'est l'oral, là où vous devez mettre toute votre force de conviction, tout ce que vous avez acquis, votre expérience, que ce soit professionnelle ou associative ou sociale ou je ne sais quoi, pour pouvoir être pris. Voilà. Donc, ce n'est pas une question d'expérience professionnelle. Je pense qu'il y avait justement dans le fil des questions quelqu'un qui faisait mention du syndrome de l'imposteur. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir. Je pense qu'il faut être convaincu de ses propres compétences et se dire que la meilleure façon de pouvoir le démontrer, c'est d'aller face, après avoir réussi les épreuves écrites, c'est d'aller démontrer face au jury que c'est vous et c'est personne d'autre. Je pense qu'il faut briser ça et à partir du moment où vous avez... il faut déjà réussir à vous convaincre vous-même. Hein, et se convaincre soi-même, c'est se dire qu'il n'y a pas forcément de syndrome de l'imposteur. Il y a une question de Samira qui expliquait si on décroche le concours de l'INSEE, sera-t-on obligatoirement de travailler à Paris? Non, vous n'avez pas forcément, c'est pas obligatoirement de travailler à Paris. Vous pouvez travailler en territorial. À Lille, par exemple, vous avez effectivement un institut. Vous avez l'INSEE qui est implanté à Lille. Donc tout n'est pas. Et en plus, il y a vraiment cette volonté aujourd'hui de l'État, du gouvernement, de pouvoir décentraliser un peu plus les postes de fonctionnaires. Donc on retrouvera à l'avenir de plus en plus de postes dans nos provinces françaises. Donc il ne faut pas vous inquiéter, tout n'est pas à Paris. Voilà. Du coup, on va conclure. Ouais, merci pour votre temps, merci pour vos beaux témoignages, merci pour toutes ces explications. C'est vraiment chouette. J'espère pour les jeunes que ça vous a plu, vous avez appris plein de choses, mais j'ai vu pas mal de chouettes messages dans le chat. Merci aussi à vous pour avoir été présents, pour avoir posé toutes ces questions.
Et on fera un petit débrief, on fera un petit post LinkedIn incessamment sous peu. Il y aura un peu de com là-dessus et on essaiera de refaire ça à la rentrée prochaine. Donc voilà, un grand merci à tous. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très vite. Merci beaucoup, Maxime. Merci, chers collègues.